Bonjour, merci beaucoup de votre invitation. J'ai l'impression d'être un jeuneau, puisque nous n'avons que 30 ans, donc la moitié du CESP. Bon, mais j'ai eu le plaisir d'être administrateur du CESP jusqu'en 2000. J'ai connu donc des ères très mouvementées au CESP et plus apaisées par la suite. Donc il y a eu, dans l'histoire du CESP, il y a eu un combat sur la mesure d'audience effective entre Médiamétrie et le CESP, que j'ai vécu de l'intérieur. Finalement, pour prendre cette décision, qui a été une décision sage, qui était de dire nous n'allons pas produire les audiences, mais nous allons les contrôler. Et donc ce climat qui avait été extrêmement tendu, mais extrêmement violent sur la mesure d'audience, qui correspondait d'ailleurs aux privatisations, puisque 85 Médiamétrie, privatisation de TF1 et création de la 5 et de la 6 en 87. Donc il y a eu un combat d'une violence extrême, avec vraiment des positions qui étaient très, très fortes, dans lequel nous n'étions pas à l'époque actionnaires de Médiamétrie, donc on était un peu neutre dans ce combat. Alors maintenant, nous sommes non seulement SCP, et nous devenons actionnaires de Médiamétrie, puisqu'avec le rachat d'RTL, nous avons racheté également les parts de RTL dans Médiamétrie. Donc je vais moi-même siéger au conseil d'administration de Médiamétrie. Alors pour en venir donc au CESP, cette période historique agitée était intéressante, mais c'est heureusement bien transformé. Je dirais plusieurs choses. Premièrement, il est très important qu'à côté des mesureurs, on ait des labels qui soient incontestables et incontestés par le marché. Notre métier, c'est de rassurer un marché. Et de ce point de vue-là, le rôle du CESP est absolument essentiel. Je donnerai quelques exemples. Nos 30 ans ont d'intérêt que de voir l'évolution qu'il y a eu de nos métiers et donc à travers nos métiers des affaires mesurées. Alors, il y a eu par exemple, je vais donner quelques anecdotes sur la mesure d'audience. Pendant longtemps, nous n'avons pas installé d'émetteurs en Corse parce que nous avons pensé que Médiamétrie à l'époque était un peu paresseux et n'allait pas contrôler les audimètres en Corse. Nous avions raison, nous avons économisé pendant 5 ou 6 ans des émetteurs qui ne nous rendaient pas d'audience utile parce que il n'y avait donc pas d'audimètre sur l'île. Après, il y a eu la bataille de l'audimétrie où un de nos confrères, aujourd'hui disparu, avait fait un appel public dans un jeu concours à ceux qui avaient des audimètres pour indiquer de quelle région ils étaient, etc., pour faire chauffer les audimètres. Je pense que mon ami Morel, qui était directeur des finances de TF1, s'en souvient. Depuis, heureusement, et je dirais que ça a été un progrès tout à fait considérable, et c'est beaucoup grâce au CESP, il y a eu un consensus pour ne pas abîmer la mesure d'audience, notamment en télévision. Et je pense que la télévision a toujours su, depuis les années 90, rassurer ses clients par une mesure d'audience labellisée. Alors je dirais qu'il faut aussi savoir ce qu'on labellise. Ça, c'est un point pour nous extrêmement important. Et on peut demander les meilleurs labels possibles. Si la mesure qu'on doit labelliser est idiote, on aboutira à des résultats idiots. Alors je voudrais quand même vous en donner 2 exemples qui me paraissent quand même importants de noter. Je voudrais être précis dans mes exemples. Donc, sur la complétion, par exemple, le CSP peut vérifier donc si le taux de complétion est correctement mesuré, mais voir 95% d'une publicité de 30 secondes, c'est évidemment tout à fait différent que de voir 95% d'un bumper vidéo de 6 secondes, et sans son souvent. Voilà. Donc je dirais que là, la mesure, et c'est là où il faut être très attentif, le label va être le même, mais pour une mesure absurde, pour un thermomètre absurde. Deuxième, pendant longtemps, la publicité vidéo a été considérée avec les standards digitaux comme absurde, parce que si elle avait été, il fallait qu'elle ait été vue 2 secondes sur 50% de la surface.
Bon, ça n'avait pas de sens, alors on s'assurait, on fait labelliser une mesure qui est absurde. Donc je dirais que la première attention qu'il faut faire, c'est quand même que le marché se mette d'accord sur des standards qui soient intelligents à mesurer. Et sinon, le travail du CESP ne servira pas à grand-chose. Alors, moi, je parle de la vidéo, ça doit être vrai dans d'autres standards pour des autres activités. Ce dont on peut se réjouir, parce que j'appartiens à un groupe européen, et donc nous voyons beaucoup de mesures d'audience dans les pays européens, on voit ce qui se passe aux États-Unis, je pense que la France a un bon système, et ça il faut s'en réjouir. C'est l'occasion quand même de féliciter Médiamétrie pour le travail quand même tout à fait considérable qui a été fait avec la digitalisation de l'audiovisuel. Ça n'a pas été commode, hein, et il y a eu des investissements. On peut aussi féliciter les actionnaires que nous sommes d'avoir mis les moyens et les clients pour permettre ces développements. Et donc, je crois qu'en France, on a un bon système en audiovisuel de labellisation et de mesures d'audience. Et qu'il faut faire très attention à ce que cela le reste et qu'il y ait une bonne entente entre tous les acteurs du marché. Qui dit bonne entente, ça vous ne m'empêcherez pas de le dire, dit aussi partage des coûts, hein, qui soit à peu près... Alors par exemple pour le CESP, les régies pèsent à peu près la moitié des cotisations. S'il pouvait y avoir un meilleur équilibre et qu'il y ait un petit peu de sous qui viennent des agences et des annonceurs pour compléter ceux des régies, je pense que le CSP sera très content. Voilà. Donc c'est un petit appel public à l'épargne dans ce sens-là. Quels sont les challenges que nous avons, nous, dans l'audiovisuel qu'on peut regarder par rapport à la mesure d'audience? Alors, il y a plusieurs grands challenges que nous avons depuis que nous sommes là. Si vous voulez, quand on time un peu et qu'on regarde un peu l'avenir, nous, la première vraie révolution que nous avons vécue, c'est dans les années 94 avec le transport numérique. C'est ça la vraie rupture que nous avons 93-94. Là, il y a la transmission numérique par satellite qui a révolutionné, ça a été la première qui a multiplié les chaînes, multiplié les occasions. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé à ce moment-là, en 95, nous avons créé TPS, qui a émis le 1er janvier 96, grâce au digital, puisque nous avons pu challenger Canal+ sur la multiplication des chaînes. Là, il s'est posé déjà des problèmes de mesure d'audience sur la multiplication des chaînes, sur les box qui sont venus par la suite, qui a été la deuxième révolution dans les années 2000, ça a été les box. Nous avons fait les premières expériences de box d'ailleurs sur TPS. Pour être très précis, pour rendre à César ce qui est à César, c'est TF1 et Bouygues qui ont fait les premières expériences dans un hôtel Latitude à Boulogne pour le transfert de la transmission de télévision par téléphone, sur paire cuivre. Et puis ensuite est arrivée la box que nous avons développée avec à l'époque Orange, France Télécom, et on a perdu la bataille de la box. Juste en incidence, si vous me donnez 2 secondes, pour vous raconter pourquoi on a arrêté TPS. Parce que TPS a été un succès, on avait les abonnés, etc. Nous avons arrêté TPS pour 2 raisons. La première, parce que ça ne se voyait pas, mais le vrai business que nous faisions, c'était la location de la box. Satellite, on la louait 8 € par mois et par abonné, ça je m'en souviens très bien. On avait calculé l'amortissement sur 5 ans, et en fait c'était des box qui s'amortissaient au minimum sur 10 ans. Donc à partir de la 5e année, on encaissait une marge de 8 € par abonné aux adaptations logicielles près. Quand on a perdu la bataille de la box avec le triple play et la DSL, on a vu que ce revenu disparaîtrait. Donc ça, c'était la première raison. On perdait sur l'édition, le foot, le cinéma, les séries. On gagnait sur la box disparaissant. On disait, on va avoir un sujet. Et la deuxième raison, c'est que vous vous souvenez que la loi sur la TNT a été mise en 2002. Les premières diffusions TNT l'ont été en 2005. Et là, on s'est dit, grosso modo, nous vendons aujourd'hui ce qui va être gratuit demain, c'est-à-dire la diversification de la télévision. Et à ce moment-là, on a décidé de se séparer de TPS, ou plus exactement de le vendre à Canal+, à bon prix d'ailleurs, et nous sommes ressourcés sur nos bases pour faire de la TNT. Juste un tout petit, même si on s'écarte un peu de la mesure d'audience, un petit aparté, on nous a dit vous êtes contre la TNT. Bon, vous êtes contre la TNT.
on n'était pas contre la TNT, on était contre les pouvoirs publics. Ce qui était une nuance un peu différente. Pourquoi? Parce que la TNT a été créée en 2002 avec un principe idiot qui était la prime aux nouveaux entrants. C'est-à-dire qu'on devait choisir des gens qui nous faisaient compétition. Donc comment voulez-vous qu'on soit favorable à l'éclosion d'un système dont on savait qu'on prioriserait les gens qui viendraient nous prendre des parts de marché? Il fallait quand même être très très généreux pour imaginer ça. Donc on a essayé de planter la TNT, on l'a retardé. Bon, ça a été, bon. On a fait un petit virage sur l'aile, nous, avec W9, pour être à temps, voilà, en avoir une. Et puis, il s'est passé exactement ce qu'on avait prévu. La loi et le CSA ont attribué à des nouveaux entrants que j'ai appelés premiers sortis, qui ont ensuite soit se sont arrêtés pour certaines d'entre elles, soit ont été revendues extrêmement cher aux opérateurs historiques. Et la France a perdu 10 ans. Avec la TNT, la France a perdu 10 ans avec disons, une consolidation du secteur qu'on a commencé par émietter avec la TNT. C'est vraiment une histoire dommageable, parce que imaginez qu'on ait attribué aux acteurs historiques la TNT, on aurait gagné tout ce temps qui aurait été mis dans l'argent dans les programmes à développer. Aujourd'hui, vous auriez à peu près le même panorama qu'aujourd'hui, en 2017, c'est-à-dire 12 ans après l'arrivée des premières TNT. Simplement, on aurait fait l'économie de tous ces rachats, de toutes ces ventes qui ont donné, d'ailleurs pour certaines lieu à des scandales, hein, vous vous en souvenez, qui étaient du commerce d'autorisation de fréquence. Je referme la parenthèse sur la TNT pour vous expliquer qu'on est arrivé grâce au numérique, ensuite dans ce monde de la TNT, donc chacun a après repris ses marques. Aujourd'hui, il y a un paysage qui est à peu près consolidé dans la télévision gratuite. Il nous reste maintenant à faire payer les FAI pour nos signaux, c'est en bonne marche. Voilà. Donc nous arriverons à ce moment-là à avoir un paysage plus équilibré. Ce qui nous importe, nous, si on regarde le futur, nous avons des challenges qui sont, point 1, comment va se faire la distribution de nos programmes. Donc ça, il y a un changement complet. Et avec, si on résume, deux orientations qui risquent de se passer. Premièrement, aujourd'hui, nous sommes majoritairement distribués par les box. Nous devons avoir un peu plus de 50%, 55% de notre parc, si j'ose dire, de téléspectateurs qui reçoit la télévision par les box. Ce pourcentage augmente sans arrêt, puisque la diffusion TNT pure, elle, est en voie de diminution de manière significative, et celle du satellite n'augmente pas. Donc, on est dépendant des box, ce qui fait que la relation opérateur-éditeur est une relation importante et évidemment déterminante pour nous. Alors, soit elle se traduit par l'acquisition par le distributeur de l'éditeur, c'est ce que vous avez vu avec Next Radio, par exemple, SFR Next. Soit, et là il va falloir faire attention sur les mesures d'audience, qu'il n'y ait pas de mesures d'audience spécifiques qui arrivent par les réseaux de télécommunications et qui viennent un peu brouiller l'image que pourra avoir une mesure d'audience mutualisée. Donc c'est pas neutre, ça. Soit l'éditeur va devoir construire une relation avec le distributeur. Et il se passe ce qui peut se passer aux États-Unis, c'est-à-dire que, qui commence à se passer aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes, les éditeurs veulent avoir des systèmes de distribution autonomes. Et donc c'est le retour à l'autonomie, ce sont des systèmes OTT. Donc nous développons et nous allons continuer de développer des systèmes OTT dans lesquels la mesure d'audience est fondamentale pour nous. Nous avons commencé en 2008 avec Sisplay, qui a été un véritable succès, et nous avons pris une décision, je pense en 2014, je parle sous le contrôle de Guillaume, 15, pour faire le login, où nous avons aujourd'hui 19 millions d'inscrits au système via l'OTT sur Sisplay. Et donc pour nous c'est très important que soit correctement mesuré l'ensemble des devices qui compose l'audience de Sisplay. Et là, on travaille avec Médiamétrie et le CSP qui va contrôler les mesures d'audience de ce service. Donc, vous voyez bien qu'il y a un écosystème qui est en train de se mettre en place. Relation avec la distribution.
et avec des mouvements très très importants parce que TF1 et Bouygues Télécom, Next Radio et SFR, vous avez quand même des rapports qu'on sent entre Orange et Canal+, et notamment avec le wholesale que fait Canal+ sur les réseaux Free et Orange, par opposition à SFR. Donc tout ceci est un mouvement extrêmement important, et parallèlement, un développement important de l'OTT pour garder aux éditeurs une maîtrise de leurs signaux. Et ça, nous sommes évidemment extrêmement attentifs à ça. Ça veut dire numérotation des canaux, mise en place de nouveaux services, etc. Donc nous allons développer tout un tas de nouveaux services qui vont devoir être mesurés. Je vais vous donner un exemple très concret. Nos confrères de TF1 ont annoncé dans l'accord SFR le lancement d'une chaîne TF1 N+1, telle que ça existe par exemple au UK. Est-ce que l'audience sera agglomérée dans l'audience télé? Voilà, alors je suggère au comité télé de dire oui. Voilà. Pourquoi? Parce que par définition, s'il y a une chaîne N+1, il y a de l'audience. Et puis s'il n'y en a pas, c'est même intéressant qu'elle soit mesurée. Bon. Donc c'est un service qui existe, donc ce service il doit être mesuré. La question c'est la présentation, plus que la mesure d'audience elle-même, de cette mesure d'audience, comme nous avons le replay ou non intégré dans la mesure d'audience de la télévision. Voilà, donc il va y avoir tous ces nouveaux services qui vont se mettre en place à la suite, si j'ose dire, des services replay, dans lesquels ils vont, je donnais cet exemple parce qu'il est un peu trivial, dans lequel on va être interrogé, amené à se réfléchir, et en plus ça va faire des développements supplémentaires, parce que cette audience mesurée, il va falloir quand même mettre les outils techniques pour le faire. Juste en dernier mot, nous, l'affaire digitale, puisque c'est le thème de votre journée, le digital est évidemment pour nous, dans l'expression télévision non linéaire, prend de l'importance de manière substantielle. Aujourd'hui, ça représente, bon an, mal an, entre 7 et 8% de notre consommation télé. Le linéaire versus le non linéaire, c'est entre 92 ou 93 et 7 et 8%. Donc c'est à la fois beaucoup et peu, mais ça va augmenter de manière importante. De manière très importante pour deux raisons. Premièrement parce qu'il va y avoir des nouveaux services. On est en train d'en préparer un qui va être assez révolutionnaire pour le 1er janvier, enfin pour le début janvier. Et puis la deuxième chose, il va y avoir des nouveaux contenus dans le non-linéaire. Vous aurez une profondeur de programme qui va être de plus en plus importante. Lié à la fragmentation des audiences du linéaire, il est normal qu'il y ait un équilibre de plus en plus fort entre le non-linéaire et le linéaire. Et donc ceci donne tout un tas de problématiques sur la mesure d'audience que nous traitons. La deuxième chose, les datas, puisque c'est l'origine. Et donc moi je suis extrêmement vigilant avec l'équipe sur la data. Alors on peut dire qu'il y a 2 ou 3 questions fondamentales qui se posent sur la data. La première question c'est la réglementation. Bon, là-dessus, vous avez le règlement européen, ses applications. Donc tout ceci ne doit pas avoir pour seul objectif de favoriser Facebook et Google. Bon, je pense que là, il y a une mobilisation des médias traditionnels, entre guillemets, qui doivent se faire, car tel que le règlement général et e-privacy sont amorcés, les seuls bénéficiaires seront les grandes plateformes. Même si les objectifs sont justes, d'après ce qu'on m'a expliqué, les gens de Bruxelles, ni les gens du Parlement européen, n'ont pas compris comment ça marchait. Et j'attire votre attention sur que la France doit déterminer sa position, qui n'est pas aujourd'hui déterminée. Pour faire court, la culture est aujourd'hui plutôt favorable à e-privacy et ses applications, et le secrétariat au numérique et Bercy sont plutôt défavorables. Allez plutôt à Bercy. Voilà. La deuxième chose sur la data, c'est comment nous allons les exploiter et qui va être propriétaire ou non de la data. Donc nous avons développé nos propres systèmes de data, c'est parce que nous voulons avoir des data, ça c'est le login que nous faisons. Et je rappelle que
M6, on a pris un gros risque, parce qu'à l'époque, quand Guillaume Charles et son équipe sont venus nous dire il faut mettre de la data, il faut mettre du login sur Sysplay, c'était un peu antinomique de l'audience. C'est-à-dire que commencer par se loguer pendant... Et puis finalement, ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné, les autres d'ailleurs nous ont suivis, et ça, l'objectif, c'est évidemment de récolter de la data pour vendre de la publicité ciblée. Et puis la deuxième chose, la data opérateur. La data opérateur, là, il y a ça fait partie de la discussion actuelle, qui va être propriétaire et utilisateur de la data opérateur. Nous disons, grosso modo, faire court, c'est nos téléspectateurs, eux disent, c'est nos abonnés. Et donc, cette confrontation entre les deux fait qu'il va falloir probablement, un jour ou l'autre, peut-être avoir une réglementation sur la data dans ce sens-là. Alors là, on est au début du système. Alors il ne faut pas, nous, dans nos métiers, la publicité ciblée, nous estimons qu'elle fera à peu près 20% du marché. Il ne faut pas non plus se dire que la publicité ciblée va remplacer tout le marché. En tous les cas, la télévision, sa grande force, c'est quand même la puissance et le reach. Et donc, cette puissance et ce reach, on ne pourra pas l'avoir uniquement par de la publicité ciblée. Voilà, donc très bon anniversaire à vous. Et puis, on est très content de cette paix retrouvée depuis pas mal d'années entre le CSP, Médiamétrie et tout ce qui mesure. Et on a besoin d'avoir un institut solide comme auditeur de la mesure d'audience. Voilà.